Vous avez peut-être perçu en entrant dans ce bâtiment, ce matin, un souffle, entendu quelque chose qui, bien sûr, a pu vous rappeler ce qui a eu lieu en 2006, ce qui a pu avoir lieu en 1968, mais surtout autre chose. Nous sommes ici, c'est écrit là-haut, 1253, dans un collège catholique créé en 1253 par le confesseur de Saint-Louis, Robert de Sorbonne, et ça n'est pas étranger à ce qui nous réunit aujourd'hui, et c'est ce que je voudrais essayer de vous transmettre, ce qui va donner une autre approche de ce qui est en jeu, de cette approche du réel, pour autant que, je vais très vite, pour autant que au XVIIe siècle, le cardinal de Richelieu investit ce lieu de la Sorbonne tellement que ce collège catholique où était enseignée la théologie catholique, surtout au début aux pauvres, va devenir un établissement, l'université de Paris, qui va être fermé au moment de la Révolution. Auparavant, le cardinal de Richelieu a bâti dans la chapelle qui était déjà là quelque chose qui lui était tout à fait cher, puisque c'est là qu'il va faire son tombeau et qu'il va résider. Ce qui est important, c'est que cette chapelle, en 1794, va devenir le temple de la déesse Raison. Je m'arrête sur ce rapide survol pour aborder ce que je voulais vous dire ce matin, à savoir, je pose la question, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer en France et à Paris au XVIIIe siècle? Et Paris, c'est quasiment l'Europe. C'est l'Europe au niveau de la langue, au niveau du rapport au langage. Et ça intéresse le psychanalyste, évidemment. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ce XVIIIe siècle, siècle des musiciens, Bach, Mozart, siècle des musiciens comme Rameau qui fait une révolution dans la musique, siècle qui vient après que la Régence ait remis en mouvement quelque chose que la morne Madame de Pompadour, que la morne Madame de Maintenon avait instillé à la fin du règne de Louis XIV. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'à un certain moment, et là j'en arrive au psychanalyse, c'est-à-dire à l'analyse d'un rêve évolution, et non pas seulement au contenu manifeste qui consiste à dire que la révolution c'est bien sûr quelque chose qui visait, et c'est vrai, qui visait à faire disparaître les inégalités, ce qui d'ailleurs est tout à fait problématique dans le fonctionnement tel qu'elle a existé. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu se passer pour que, à Paris, quelque chose intervienne à la fin de ce siècle
que nous appelons rêve évolution, qui conduisent à la terreur, et que l'on continue à finalement dire que la révolution, on va dire, dès que nous évoquons ce mot, c'est la Révolution française. Alors pour en parler, bien sûr, comme toujours, c'est pas un Français qui peut en parler. C'est toujours quelqu'un d'étranger qui peut venir parler de cette étrangeté qui apparaît. Cet étranger n'est pas si étranger. Je pourrais prendre Mozart, qui s'adressant à celle qu'il aime, lui disait « Habille-toi en français, parle en français ». Je vais plutôt prendre quelqu'un que vous connaissez, mais que je pense que vous connaissez d'une façon tout à fait particulière, uniquement au niveau de la façon dont il a été transmis, c'est-à-dire comme un libertin. Je vais vous parler de Giacomo Casanova. Giacomo Casanova, l'écrivain. Nous allons partir du fait qu'à 64 ans, il se retrouve, parce qu'il a accepté cette charge, bibliothécaire, pas très loin de Prague, à Dushkov, et dans ce château du comte Wallstein, il se met à écrire. Nous sommes en 1789. Il connaît parfaitement bien la France. Il y est venu à plusieurs reprises. Il parle français. Et il écrit en français. Il parle italien, vénitien. Il est dans un château où les serviteurs parlent allemand. Et dès qu'il sort du château, il rencontre des paysans qui parlent un patois qui ressemble au tchèque. Casanova, donc, est imprégné, plongé dans un rapport au langage tout à fait particulier. Et il prend la plume pour écrire en 1789. On ne sait pas exactement pourquoi. Son médecin lui a recommandé, parce qu'il ne va pas bien, d'écrire. En fait, sans doute, quelque chose depuis 2 ans s'est mis en mouvement en lui. En septembre 1787, un chevalier arrive à Prague, à l'hôtel des Trois Lions, où est Mozart en train de préparer, de mettre au point les derniers moments qui précèdent la première du Don Giovanni. En face réside Da Ponte, et ils se parlent d'une fenêtre à l'autre, et arrive ce cavalier qui s'est nommé lui-même chevalier de Saint-Gall, avec sa cabale particulière, puisque ce qu'il décrit bien dans ce récit en français qui s'appelle Histoire de ma vie, c'est pas des mémoires, c'est pas les mémoires de Saint-Simon qui observe et qui raconte, c'est l'histoire de ma vie. Et il ne parle pas de cela, parce qu'il s'est arrêté auparavant. Il serait tout à fait intéressant de faire cette mise en scène de la rencontre entre Mozart et Casanova, parce que pendant quelques jours, Da Ponte est rappelé. Ils sont tous les deux. Que se disent-ils? Ils réécrivent sans doute quelque chose. On a retrouvé dans les manuscrits quelque part. Ils réécrivent sans doute quelque chose du Don Giovanni. On ne sait pas trop quoi. Bien sûr, il y a le catalogue. Émile Lettré en Espagne. Il y a toute cette dimension du féminin, du rapport au corps féminin, du rapport à la femme, qui est abordée, c'est évident. Est-il revenu une autre fois? Nous ne savons pas. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose a eu lieu, et Mozart, bien sûr, à ce moment-là, n'a toujours pas écrit l'ouverture du Don Giovanni. Il l'écrira quelques jours plus tard. Et Casanova rentre. A-t-il assisté
à l'ouverture, le 28 septembre, nous ne savons pas, sans doute était-il là. Il rentre et donc 2 ans plus tard, il commence à écrire Histoire de ma vie. J'insiste bien, ce n'est pas des mémoires. Histoire de ma vie, ce qui est important, c'est que c'est écrit, comme je vous le disais, en français. Et je vais vous dire pourquoi c'est important, c'est que Casanova a un rapport à la langue française tout à fait particulier parce que il a courir l'Europe pour gagner de l'argent, parce qu'il a monté un système de loterie, il était très fort avec les chiffres, et les lettres qu'il avait, dit-il, il était en rapport avec Paradis, un génie. Il communiquait avec lui en écrivant, en traduisant les mots en chiffres. L'esprit lui répondait en chiffres et il traduisait les chiffres en mots et en lettres. Et nous sommes avec ce cavalier, ce chevalier de Seingald. Seingald, c'est la façon dont il va se nommer à partir d'anagramme qu'il va utiliser à partir du Snettelages, le comte de Snettelages, d'ailleurs à qui il va adresser le dernier ouvrage qu'il va écrire en 1797 sur le vocabulaire qui résulte de la Révolution française. Il est très près de la Révolution française, il suit ça de façon tout à fait importante. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a intérêt à faire apparaître, à faire venir sur la scène Giacomo Casanova, qui naît le 2 avril 1725 dans une république, justement, dans la République de Venise, qui existe depuis le 8e siècle. C'est une république particulière. C'est une république particulière qui est gérée sur le plan exécutif et judiciaire par un doge, alors que un grand conseil d'une 40aine de familles de patriciens, de nobles, articule le fonctionnement, alors qu'il y a bien sûr toute une police qui surveille ce qui se passe dans cette sérénissime, qu'il y aura les confidentes, les inquisiteurs, mais chose étrange, jamais un hérétique ne sera brûlé dans cette république. Qu'y a-t-il donc dans ce lieu particulier, qui bien sûr a été très riche, qui au XVIIIe commence à avoir un déclin sur le plan de sa richesse, mais qui rayonne toujours sur le plan artistique? Pensez à ce prêtre roux, Antonio Vivaldi, et d'emblée va apparaître une lumière particulière qui est que ce prêtre roux vit avec une cantatrice française. Comment est-ce possible que cette chose ait lieu? Comment se fait-il que celui qui a présidé à l'origine de l'opéra, Monteverdi, lui-même termine sa vie en se retirant dans un monastère alors qu'il est en train d'écrire un opéra profane? Qu'est-ce que cette mise en continuité du sacré et du profane, particulièrement à cet endroit de l'Europe, où bien sûr, on peut l'expliquer par l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a eu jusque-là une influence orientale, mais surtout, il y a une influence grecque. Dionysos est présent, et il est toujours présent lorsque l'on y va. On peut percevoir quelque chose dans la lumière, dans les sons, dans une certaine présence qui nous parle, qui met en mouvement en nous quelque chose, toujours actuellement. Giacomo, donc, petit garçon, naît en 1725. 1725, ce qui est important pour nous,
c'est d'emblée de nous demander qu'est-ce que transmet cet être parlant en regard de ce louage qui nous réunit, la psychanalyse, les Lumières, l'esprit révolutionnaire. Comme ça a été dit dans les différentes interventions, prenons ces trois éléments, essayons de les nouer et de les dénouer de telle façon qu'une interaction, une interprétation se met à fonctionner. Et nous sommes en fait dans ce qui est au cœur du transfert, à savoir la dimension du discours. Et c'est ainsi que nous pouvons donc, c'est ce que je propose, suivre, écouter, nous laisser emporter dans cet opéra que Casanova, après avoir rencontré Mozart, écrit et qu'il nomme Histoire de ma vie. Et ça, la façon dont il parle, je vais citer juste un mot, lorsqu'il veut parler, lorsqu'il retrace les propos d'une femme qui l'a beaucoup aimé, qu'il nomme M. C'est amusant, comme ce soit en 1968 qu'on a découvert son identité. Maria Morosini, c'est une femme d'une famille patricienne très importante. Elle est religieuse, elle est abbesse, elle est libertine. Il la rencontre dans son casin et avec elle a lieu une relation tout à fait exceptionnelle qui lui fait dire qu'elle est experte en tout, que c'est une femme d'esprit. Et il rapporte la façon dont elle s'adresse à lui par un billet. Juste avant, ce que je vais vous dire, c'est que, pour comparer, c'est que ce manuscrit écrit en français, nous ne le connaissons que depuis 1960. Oui, vous le procurez en librairie, notamment actuellement, en 3 volumes. Auparavant, ce que nous connaissions, c'est une traduction allemande de ce manuscrit, nous ne savions pas du tout, pour ceux qu'il avait disparu, une traduction allemande, et il y avait une traduction française par un professeur de lettres, Jean Laforgue, de cette traduction allemande, traduction française qui gomme toute la dimension de jouissance qui est liée au rapport au langage. Et quand on sait la façon dont Lacan termine son enseignement en nous disant peu de temps, c'est en 1973, dans le séminaire encore, l'inconscient ce n'est pas que l'être pense, c'est qu'en parlant ils jouissent, ouïr, ils jouissent, et qu'ils ne veuillent rien en savoir, c'est-à-dire qu'ils ne veuillent rien en savoir du tout. Voilà où nous conduit cette dimension d'une certaine jouissance particulière qui est liée à la façon de dire oui, cette Bejahung au réel de ce qui est en jeu dans le corps de l'être parlant. C'est le point qu'on peut considérer, je pense, ce que l'on trouve en lisant l'histoire de ma vie de Casanova, comme ces corps dont il parle, ça n'est pas du tout la façon dont en parle Sade. Ces corps dont il parle, bien sûr, avec une jouissance particulière, on peut considérer ça comme un tableau que l'on peut trouver à Venise ou ailleurs, où l'on verrait ce baroque et ses couleurs et ce mouvement qui dépasse toutes les lignes classiques. C'est ça Casanova. C'est quelqu'un qui nous transmet au cœur même de la langue, et ça touche le psychanalyste évidemment, sauf s'il est pris par son surmoi, bien sûr qu'il en a avec tout le monde,
Si donc il n'est pas pris comme ce traducteur, Jean Lafort, pas son sur moi, il peut entendre quelque chose. Or, quand il parle de MM, Casanova a écrit dans le manuscrit qu'elle lui adresse un billet où elle lui dit « Je baise l'air croyant que tu y es. La forgue, je vous envoie 1000 baisers. » C'est ça Casanova. Casanova, c'est comme ça d'emblée, qu'il s'adresse dans la préface 1789, qu'il s'adresse dans la préface au lecteur en lui disant la doctrine stoïcienne, c'est-à-dire cette résignation aveugle qui a créé une école philosophique en Grèce, cette résignation aveugle à la force du destin, pour lui, c'est une sorte de donnée imaginaire qui est liée à l'athéisme. Et d'emblée, il insiste, c'est pour ça que la Sorbonne c'est important, de par l'histoire, je suis non seulement monothéiste, mais chrétien, fortifié par la philosophie, qui n'a jamais rien gâché. Voilà la bibliothèque. C'est la bibliothèque Casanova, c'est la disparition des limites, et cette disparition des limites, je reviens à Venise, évidemment, c'est dans cette res publica, dans cette chose publique de Venise, qu'il l'a sans doute rencontré, puisque, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on peut dire qu'il n'y a pas de séparation entre le sacré et le profane. S'il y a des inquisiteurs dont je parlais tout à l'heure, c'est pas du tout pour brûler les hérétiques. C'est simplement pour que la République ne soit quand même pas trop en danger. Ce qui va faire qu'effectivement, Casanova, un jour, étant donné quand même que ce joueur de violon, qui est quand même assez débauché, a une relation tout à fait soutenue avec cette religieuse patricienne, et que par ailleurs il connaît très bien un certain ambassadeur de France, le cardinal de Bernis, qui lui aussi vient faire à Venise des choses absolument bizarres, notamment qui était l'amant de cette femme. Il faudrait quand même bien qu'on en sache un peu plus et qu'on l'arrête. C'est comme ça qu'il va se retrouver à Venise, dans la prison des Plombs, sous les toits. Et c'est aussi comme ça qu'il va dire qu'il a appris dans cette prison quelque chose d'extraordinaire, et notamment il a appris quelque chose de son corps, du réel du corps, de ce qui se passait dans son corps et du rapport entre la pensée et le corps dans cette expérience. Vous savez que, bien sûr, le tremblement de terre de Lisbonne qui va avoir lieu durant son emprisonnement, durant son séjour dans la prison, va lui apporter justement, c'est ça, ce qu'il va appeler sequere deum, sa devise, suivre le Dieu, suivre le destin, la providence, surtout pas vouloir échapper à ce qui doit arriver, et il va s'embarquer dans cette perspective-là, comme le psychanalyste dans le transfert, dans toutes sortes de rapports, de toutes sortes d'aventures particulières avec le savoir de l'autre, notamment avec une certaine Madame Durfé. Donc, Casanova, c'est celui qui nous transmet qu'il y a la possibilité de ne pas être pris dans des frontières, dans des limites. C'est ce qui est à Venise. Et si vous regardez, sur un plan de Venise, c'est écrit. Sur le plan de Venise, d'une certaine façon, ça peut se lire comme une bande de Mébius. C'est-à-dire que ce qui est à l'extérieur va devenir à l'intérieur, de la même façon que c'est aussi ce qu'en mathématiques on écrit comme étant le signe qui désigne l'infini. Il y a cette dimension d'infinitude qui est écrite au cœur même de cette cité, l'écrit tel que la lettre, tel que le psychanalyste
peut soudainement, littérateur, comme disait Lacan, cette lettre qui peut soudainement apparaître tout d'un coup, qu'on n'a jamais vu jusque-là, elle apparaît chez un analysant qui revient sur un rêve, et soudainement ça apparaît. Alors, qu'est-ce qui fait que Casanova a ce rapport particulier, et qu'est-ce qu'il va nous apprendre sur ce XVIIIe siècle? Ce rapport particulier lui vient du fait que jusqu'à 8 ans, je suis toujours en train d'écouter Casanova parlant, rédigeant avec sa plume quelque chose sur le papier, seul, à Douchkov, en français, comme un analysant sur le livre. Il raconte que vers l'âge de 8 ans, souvenir, bien sûr, terrible, il se met à avoir des hémorragies importantes. Sa mère, qui est préoccupée par les amants, n'est pas là, c'est sa grand-mère qui s'en occupe. Et sa grand-mère a une idée. C'est une idée qui est importante. Elle a, sa grand-mère, un savoir de femme, et elle l'emmène voir une femme dans l'île voisine, à Murano. C'est une sorcière. Et là, il va se passer quelque chose de tout à fait particulier. Un savoir va soudainement se donner. Une renaissance va apparaître. On peut penser bien sûr à l'apparition de la Renaissance telle que nous la connaissons. Une renaissance apparaît parce que dès qu'il rencontre cette femme, elle le met dans une sorte de caisse et il se met à entendre des bruits, des chants. Elle tape contre la caisse, elle répand des parfums, et puis elle le prend dans ses bras. Et puis elle met des parfums sur son corps. Et puis surtout, après ce rituel tout à fait particulier, elle s'adresse à lui. Mon petit Giacomo, ce qui vient d'avoir lieu ici, tu ne dois en parler à personne. À 8 ans, ce petit garçon entend quelque chose qui l'arrache à ce regard sans doute terrible, réel, à ce réel terrible qui jusque-là le faisait être tout à fait exposé, exhibé à quelque chose, on ne sait pas quoi. Ce que nous pouvons parfois rencontrer dans le déroulement du transfert dans une cure. Donc tu n'en parleras à personne. Et si tu n'en parles à personne, dans la nuit qui va venir, une dame, on peut penser évidemment à la reine de la nuit, une dame va venir. Cette dame, bien sûr, elle va venir, tu vas la voir, elle est rayonnante. Et elle va t'apporter quelque chose. Le petit Giacomo rentre chez lui, à Venise, et il n'attend que ça. Il s'endort. Est-ce qu'il s'endort? Est-ce qu'il ne s'endort pas? Il ne sait même pas. Effectivement, cette dame apparaît. Elle s'adresse à lui, elle vient vers lui, elle répand des arômes et elle disparaît. À partir de là, ça n'est quand même pas magique, les hémorragies continuent, mais beaucoup moins. Et alors, après ce oui qui a été donné par Giacomo à ce réel du savoir particulier qui était dans ce qui était dit et entendu, mais au-delà du pensé et du compris, parce qu'on peut penser que toute cette mise en scène était d'une certaine façon justement de détourner l'attention, c'est ça l'attention flottante du psychanalyste, comment est-ce qu'il doit pouvoir être détourné de ses pensées. Et cette rencontre inestimable va être confirmée par le fait que quelques mois plus tard, sa mère Zanetta, comédienne,
qui est revenu, commençant à s'inquiéter quand même que les saignements persistent, même s'ils sont moindres, elle n'écoute pas tellement sa propre mère. Elle est sous l'influence d'un abbé, ça va bien, elle est sous l'influence d'un abbé, et ils décident tous les deux d'aller à Padoue. Padoue, c'est l'université de la République de Venise. Padoue, c'est le lieu, comme vous le rappelez, mercredi soir, Henri, à mon séminaire, c'est le lieu où se rencontrent tous les savants, tous les grands esprits. C'est là qu'ont eu les premières dissections anatomiques. L'opsis qui apparaît à la Renaissance, quand le regard quitte la verticalité pour se tourner vers l'horizontalité. Et il va se passer quelque chose d'inattendu. Casanova, c'est celui qui sait saisir l'imprévu et l'inattendu, et y répondre par un mot d'esprit. Alors qu'il a 8 ans, donc il a 8 ans et demi, alors qu'il s'en va et qu'ils sont portés par une purchello, c'est-à-dire une petite maison flottante. La mère, Zanetta, l'abbé, je ne sais plus quel est son nom, mais surtout, il y a un autre personnage qui est là, qui est très important. Casanova l'a reconnu parce qu'il a été reconnu par lui. Ce personnage important, c'est un poète libertin, Bafo. Et Bafo est là. Et Bafo est dans un autre univers. Il est dans l'univers de l'infini, du sans limite de Venise. Il est bien sûr critiqué parce qu'il écrit des choses qui ne sont pas acceptables. Entre parenthèses, il vient d'être reconnu par le Vatican depuis quelques années. Fermons la parenthèse. Il écrit des choses tout à fait particulières et il est là et il est présent. Et alors, Giacomo, qui à la suite de la rencontre avec la sorcière, parce que c'est quand même ça qui est important, même si le symptôme n'a pas disparu, il écrit dans ses mémoires qu'il a pu commencer à penser. Jusque-là, il ne pouvait pas penser. Il ne pouvait pas se souvenir. Il peut donc, quelque chose s'est mis en mouvement. Il se met donc à penser et étonné, c'est ça, l'enfant étonné, il se rend compte que depuis le lieu où il est, ce sont les arbres qui marchent. Alors il le dit à voix haute. Et sa mère lui dit, mais tu es complètement imbécile. Imbécile, nous rappelons Henri Fontanet, c'était une insulte particulière. Il avait dit, tu es le plus grand imbécile possible. Et la vie, évidemment, continue. Les arbres ne marchaient pas du tout. C'est nous qui avançons. Alors, le petit Giacomo qui a, depuis la rencontre avec le savoir de la sorcière, qui a acquis quelque chose d'une certaine limite par rapport à la destruction du réel du savoir de l'autre. Le petit Giacomo, et ça va être en permanence dans toutes les rencontres qu'il va faire dans sa vie. Le petit Giacomo continue à penser. Il n'est pas du tout arrêté par cette insulte qui s'adresse à lui. Il continue à penser et il enchaîne en disant, mais alors quand moi je vois le soleil qui passe de l'Orient à l'Occident dans le ciel, ça n'est pas le soleil qui bouge, c'est moi qui vais de l'Occident à l'Orient. À ce moment-là, Giacomo, qui, bien sûr, vous l'avez compris, énonce la découverte de Galilée, c'est-à-dire que, bien sûr, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, Giacomo ne peut pas être entendu à nouveau par les deux obscurantistes que sont sa mère et l'abbé, qui sont dans un savoir tout fait, tout évident. Et c'est alors que, après la sorcière, intervient quelqu'un, le fameux Basso, et que, le prenant dans ses bras, il lui dit ceci. Tu as raison, voilà la raison.
tu as raison. Je ne peux pas ne pas évoquer la façon dont Dionysos en parle dans les Bacchantes. Il dit « Ma raison perçoit mieux ce qui compte le plus. » Tu as raison. J'insiste, je parle de la façon dont en parle Casanova, je ne parle pas spécialement des faits. Tu as raison, écrit Casanova, mon enfant, le soleil ne bouge pas, prends courage, raisonne toujours en conséquence et laisse rire. Voilà ce que ce petit garçon de 8 ans et demi entend et qui va être ce qui va le conduire, c'est Quaerium, la devise, le conduire durant toute sa vie dans son rapport à l'autre et dans la rencontre du réel qu'il rencontre dans le rapport à l'autre. Ce qui fait que, bien sûr, il va être adoré par les femmes qu'il va rencontrer. Ce qui fait que même s'il lui arrive parfois dans ses rencontres d'hériter d'une maladie vénérienne, il va quand même le lendemain matin envoyer des fleurs à cette dame. Il est dans un rapport particulier qui dépasse bien sûr tout ce que nous avons raconté. Il est dans cette quête de la jouissance, d'une jouissance liée au langage, au moment où il écrit. C'est ça qui nous intéresse. Comme nous intéresse, j'insiste à nouveau, quelqu'un qui parle sur un divan. C'est pas ce qu'il a fait. C'est que quand il parle, soudainement, sa voix fait entendre quelque chose. Sa voix faiblit, sa voix s'arrête. Quelque chose, soudainement, ne passe pas. C'est tout ça la découverte de Freud. Et, bien sûr, j'en arrive à présent au fait que c'est lui qui va, en fait, être le passeur de ce qui est présent, de cette présence, lui qui sait être présent, à Paris, au XVIIIe siècle. Je ne vais pas vous écrire ce dont il s'agit. Je vous rappelle que le XVIIIe siècle, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est pas du tout ce que j'ai appris quand je faisais mes études. J'ai découvert, à partir justement de ce passeur, c'est pour ça que je vais en parler notamment, que le XVIIIe siècle en France était en fait un siècle où le catholicisme notamment, et les personnes qui avaient des responsabilités, notamment au niveau du catholicisme, j'ai parlé du cardinal de Bernis, étaient tout à fait en continuité avec la présence d'une certaine jouissance dans le rapport à l'autre. Il y avait quelque chose, alors on peut bien sûr partir sur le libertinage et c'est fini, on n'a plus rien à dire. C'est vrai, pensez à Louis XV et le bien-aimé et à ce qui se passait durant son règne. Alors, le XVIIIe siècle, c'est le marivaudage, c'est Marivaux. C'est le fait qu'on a plaisir à échanger quelque chose avec l'autre dans la mesure où quelque chose sourit, quelque chose s'entend au niveau des mots. Le XVIIIe siècle, je le rappelais tout à l'heure, c'est les musiciens, c'est le fait que il y a quelque chose, il y a une présence particulière. D'où la question. Quelle que soit l'idée de ce qui advient en 1789, de cette chose effectivement extraordinaire qui va remettre en question, qui va questionner, le fait que ça se prolonge par la terreur,
nous pose une question. Est-ce que finalement, ce qui est en jeu dans ce moment, dans cette fin du XVIIIe siècle, c'est pas une sanction radicale contre ce rapport à la jouissance qui était présent pour certaines personnes, cette renaissance, ce ignobilis, ce nobilis qui vient du latin gnobilis, et qui veut dire de nouvelle, un nouveau savoir, une nouvelle naissance. Je ne parle pas de la caste des nobles, mais notamment des nobles sous Louis XIV qui étaient réduits à être courtisans. C'est pas de ça dont je parle. Je parle de quelque chose qui n'est pas en rapport avec l'esprit que les femmes qui tenaient salon au siècle précédent, les précieuses, avaient permis avaient permis le développement. Et vous savez que ça, Molière qui est là, Molière nous a précisé que ces précieuses devenaient ridicules. Est-ce que ce XVIIIe siècle, et c'est au cœur, c'est ça, c'est une hypothèse, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais c'est vraiment une hypothèse, c'est au cœur du catholicisme. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, dans ce lieu particulier, qui était un collège dans le tribunal du catholicisme. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose là qui résonne. Voilà, je vous remercie.